Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, moi, on m'a pas vu. Toi, on t'a vu ce matin pour la petite FAQ qui était déjà très sympa d'ailleurs sur les jeux vidéo. Et aujourd'hui, là, hier, on a parlé beaucoup de jeux vidéo, on a parlé d'intelligence artificielle aussi aujourd'hui, on a parlé de développement web. Mais aujourd'hui, on va parler de YouTube et du métier d'influenceur, de créateur de contenu, c'est ça? De youtubeurs, exactement. Et bah super, et bah aujourd'hui on accueille donc deux personnes qui font deux métiers, alors qui se rejoignent, on va le voir ensemble, mais qui sont quand même un peu différents sur certains aspects. Donc aujourd'hui on accueille Quentin et Claire. Donc bonjour Quentin et Claire. Bonjour. Salut. À vous la parole. Du coup, ouais, je te laisse te présenter rapidement. Ouais, on va commencer par se présenter. Du coup, je m'appelle Claire. Je gère la chaîne YouTube Braille Futur, mais qui est également un compte Instagram. Et on peut dire que c'est un média d'orientation scolaire pour aider les jeunes collégiens, lycéens et même parfois étudiants à s'orienter ou se réorienter. Voilà. Top. Et du coup, moi, je gère, entre guillemets, la chaîne YouTube Développeur Libre. Donc derrière, il y a pas mal de choses. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la chaîne, le média Développeur Libre, c'est avant tout une plateforme de formation pour apprendre notamment le code et le développement web ou mobile. D'accord, très bien. Donc on n'est pas très loin finalement de ce qu'on a vu aussi dans la semaine. Donc en fait vous avez tous les deux une chaîne YouTube, mais vous partagez pas les mêmes contenus. Vous êtes sur deux contenus qui sont pas pareils, du tout même. C'est ça, en fait, la chaîne YouTube, c'est vraiment un moyen d'atteindre des objectifs, un moyen de communiquer ce qu'on fait, de communiquer nos points de vue ou d'aider des personnes. Ok, super. Bah, par rapport à tous les jeunes qui nous écoutent là, c'est vrai que vous avez pas mal entendu parler de développement web. La chaîne de Quentin risquerait de fortement vous intéresser de ce point de vue-là, et la chaîne évidemment de Claire sur l'aspect orientation, donc c'est top. Mais avant de rentrer vraiment dans le détail, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre métier comme si vous l'expliquiez à votre grand-mère, donc avec des mots quand même relativement simples, pour capter un petit peu non pas votre quotidien, mais un petit peu l'aspect général sur vos actions, vos missions dans le cadre de votre création de chaîne YouTube. Ouais. Alors, le métier de youtubeur, je pense que la première chose à dire, c'est que ça prend beaucoup de temps. Donc, donc c'est très chronophage, c'est-à-dire que oui, comme c'est un métier qui nous passionne l'un comme l'autre, on passe beaucoup de temps à travailler dessus, même le week-end. Donc c'est pas ce qu'on entend par youtubeur. Souvent, on a l'impression qu'il suffit de se mettre dans sa chambre et de filmer une vidéo. C'est pas vraiment le cas. Lorsqu'on scripte les vidéos, etc., ça prend beaucoup de temps. Ensuite, il y a le temps de tournage, puis le temps de montage. Et je pense que tous les deux aussi, on fait beaucoup de choses à côté, donc on verra après, qui font que ça nous prend énormément de temps. Donc créer du contenu sur Internet, ça prend du temps. Ensuite, ce qu'on aime bien, c'est que c'est très challengeant parce que on est en contact direct avec notre auditoire. Et donc, quand on fait des choses pas cool, ils nous le disent direct. Il n'y a pas de pitié sur les réseaux sociaux. Mais c'est quand même agréable parce que quand c'est bien, on a aussi ces retours-là très rapidement. Et ça, c'est agréable. Je sais pas ce que tu en penses. Tout à fait, ouais. Voilà. Donc, on est un peu les présentateurs télé d'Internet. Voilà. Ok. Et petite question comme ça, du coup, c'est pas ou parfois on n'a pas quelques réserves quand on se dit qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde, que c'est un peu accessible à tout le monde. Vous, comment vous vous sentez par rapport à ça? Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine pression, mais d'un autre côté, en fait, quand on est en train de créer du contenu, bon là, je vais parler spécifiquement de la création de vidéos. Après, je pense que le point de vue est différent quand on est en live et qu'on a un contact direct, enfin qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Mais pour ce qui est de la création de vidéos, bon, c'est assez rassurant dans le sens où il y a du montage derrière, on peut recommencer et on peut envoyer quelque chose sur Internet seulement à partir du moment où on en est fier. Donc c'est vrai que sur ce côté-là, il y a quand même une certaine sécurité, on va dire. Mais c'est vrai, comme le disait Claire, il faut être prêt à partir du moment où on est exposé. On est exposé, effectivement. Il faut être prêt à recevoir des critiques. Parce qu'en fait, ce qui est un peu dommage avec ce monde-là, c'est que il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça bien, mais une petite partie seulement d'entre eux le disent. Et quand certaines personnes trouvent ça pas bien ou qui sont pas forcément contents avec le contenu, ils le disent plus souvent. Donc,
d'un côté, c'est bien parce que ça nous permet d'améliorer ce qu'on fait, mais d'un autre côté, il faut quand même être prêt, je vais pas appeler ça un choc, mais il faut être prêt, à recevoir ce genre de critiques. Ouais. Mais après, c'est vrai pour revenir sur ce que disait Quentin, que bah, moi, quand je filme, perso, je n'ai pas la sensation que je vais être regardée par plein de gens. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Et parce que je suis toute seule dans mon appartement avec ma caméra, du coup, c'est pas du tout la même sensation. Et puis, je sais très bien que quand je tourne 1 heure, on va dire, je vais garder que 10 minutes. Du coup, je peux me laisser aller, me lâcher un peu et garder que ce que je veux garder, quoi. Voilà. L'Amira qui est dans un collège en Essonne qui nous dit je suis totalement d'accord, elle a déjà une chaîne YouTube et elle nous explique que c'est super bon de faire des vidéos. Elle vous comprend et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit tout de suite quand on regarde une vidéo par exemple qui dure 7 minutes, que peut-être la personne a mis 7 minutes pour faire la vidéo et j'imagine que c'est peut-être même pas plus. Finalement. Ouais, je pense que moi, perso, pour créer genre une vidéo de 10-15 minutes, je pense que je peux passer 20 heures en Ah oui. tout et pour tout, de la création, de la scénarisation, tournage, puis montage, ouais, 20 heures. Je sais pas, toi. Ouais, c'est vrai parce qu'il y a effectivement, là, tu disais, je peux passer 1 heure à enregistrer et au final avoir un contenu de 7 à 10 minutes au final. Il y a la partie enregistrement, mais aussi il y a la partie à trouver. Fois, il faut aller se balader, il faut faire complètement autre chose et c'est vrai que des fois, ça peut poser problème un peu. Alors il faut être prêt à ça parce que la limite entre le travail et bah, la vie perso, elle est quand même très, très floue. Ouais, parce que les idées, elles arrivent n'importe quand. C'est sûr, mais en même temps, comme tout, tout créatif, en fait, il faut aussi trouver des inspirations, etc., trouver un angle pour une vidéo. J'imagine que ça ne sort pas de votre chapeau comme ça spontanément. Parfois, il faut quand même, évidemment, j'imagine, y réfléchir, avoir une source d'inspiration et un angle pour avoir votre patte, entre guillemets, votre manière de faire. Et du coup, là-dessus, je vais avoir une question sur du coup, votre rythme de vidéo. Et à peu près combien de vidéos par semaine Ou par mois. ou par mois? Alors moi, au début de ma chaîne, parce que c'est vrai que maintenant, ça fait 2 ans et demi, même 3 ans, je crois, que je publie des vidéos sur YouTube. Au début, je me suis fixé l'objectif d'en poster une par semaine, d'en poster une par semaine, parce que avec quelques conseils, on m'a dit que c'est une bonne fréquence pour commencer à débuter sur YouTube. Et au bout d'un moment, il n'y a pas si longtemps que ça, bah, j'ai fait face justement à ce syndrome un peu de la page blanche et j'étais très frustré parce que je sentais en fait que le contenu que je créais, bah, je me forçais à le créer et donc du coup, je suis passé de 1 fois par semaine à peut-être 1 fois tous les 15 jours, voire 1 fois par mois, parce que justement, je voulais créer quelque chose de plus qualitatif, plutôt que de bâcler un peu le travail. Mais du coup, Claire, tu es pas du tout sur la même fréquence? Bah, moi, je pense que c'est parce que ma chaîne, elle est plus récente et c'est vrai que moi, j'ai la sensation que plus je vais créer, plus je vois les efforts, la progression très rapide et donc bah, je crée une vidéo par semaine, mais par exemple, au mois de décembre, pendant 25 jours, j'en ai publié une tous les jours. Donc j'ai des rushs comme ça où je me dis, je me challenge et j'essaye d'en faire le maximum. Et ce que je trouve agréable, c'est que bah, déjà, sur le mois de décembre, je regarde ma première vidéo ou la dernière, je vois un gap de progression qui est énorme. Et même mes abonnés me l'ont fait remarquer et c'était agréable au fil des vidéos. Ils disaient ah, le cadrage, c'est mieux, la lumière, c'est mieux, etc. T'es plus fluide, t'es plus à l'aise. Et du coup, bah, ça me motive moi aussi à créer, créer, créer. Et j'ai pas non plus encore cette sensation de la page blanche parce que j'ai encore plein de choses à apporter. Et en plus, je trouve qu'il y a plein de nos abonnés qui nous donnent des idées aussi. Ouais. Et ça, c'est cool parce qu'en commentaire, ils vont nous dire ah, ce serait cool que tu parles de tel sujet, ce serait cool que tu abordes tel sujet de telle façon et tout. Et après, ça nous donne des idées. Voilà. J'en profite justement quand tu disais que tes abonnés te faisaient des retours sur la qualité du montage, etc. On a Anan qui demande si c'est vous seul qui vous occupez du montage et aussi du en tout cas, montage vidéo. Ouais, alors c'est vrai qu'on entend beaucoup de gros youtubeurs effectivement délégués, bah, comme on l'a dit justement, c'est très chronophage. Et pour des créateurs de contenu qui sortent 1 à 2 vidéos par semaine, bon bah voilà, il faut commencer à réfléchir éventuellement à embaucher des personnes, surtout en fait si justement la création de contenu permet à ces personnes-là d'en vivre. Là en fait ça devient carrément une petite entreprise où on délègue le montage, on délègue peut-être même la création enfin le script des vidéos.
Mais pour notre part, effectivement, on On fait fait tout. tout nous-mêmes. Je pense qu'il y a aussi cette part d'aspect créatif en nous qui aimons faire le montage. Mais Ouais. effectivement, pour l'instant, on fait tout nous-mêmes. Mais on s'entraide aussi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, vous travaillez du coup ensemble parfois? Ouais, souvent. Ouais. Vous donnez Ouais. des conseils aussi, j'imagine, peut-être Oui. c'est important C'est dans toi ce le premier métier. à voir la vidéo et vice versa. Ouais. Peut-être que c'est intéressant dans ce métier, enfin je me pose la question, justement d'avoir aussi au-delà de sa communauté, vraiment au sens communauté YouTube, une communauté peut-être de youtubeurs, de créateurs de contenu, de personnes qui font à peu près le même métier que vous, pour s'auto-alimenter de conseils et de retours sur vos propres... Ouais, exactement. Ouais, tout à fait, ouais. C'est très important. Et c'est ce qu'on fait. Ouais. Super. Ok. Bah écoutez, on va peut-être avancer un peu dans le vif du, enfin, aller dans le vif du sujet, d'un aspect assez concret. À quoi ressemblent vos journées? Type, s'il y en a. Alors, ouais, donc en fait, ce qui est bien, c'est que comme on a le même type de métier, entre guillemets, notre type de journée à tous les deux, c'est approximativement le même. Ce qui va changer, en fait, c'est comment on organise notre semaine, parce qu'il n'y a pas vraiment une journée type, et aussi ce sur quoi on va bosser. C'est-à-dire que quand on bosse ensemble, on va tous les deux s'asseoir sur le canapé, sur le bureau, avec notre ordinateur, quasiment toute la journée. On passe toute la journée devant l'ordinateur. Ouais. Voilà, en fait, ça dépend. Il y a de la création de contenu, il y a de la communication avec notre audience, et, euh, et c'est le plus gros de nos journées. Après, on a justement des journées types, on va dire, où on se consacre à la création de contenu, YouTube ou des autres réseaux sociaux à côté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a aussi d'autres journées durant lesquelles on travaille pour un client, on fait des autres types de missions que vraiment travailler sur YouTube. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, parce que être créateur de contenu, effectivement, on peut en vivre, on peut même très très bien en vivre, mais il faut être prêt à galérer pendant plusieurs années. Et justement, pendant ce temps-là, il faut bien manger, hein, il faut bien payer son loyer. Et à côté, on fait des autres missions qui sont plus ou moins liées à ce qu'on fait sur nos chaînes YouTube. Voilà. Pas si facile que Ouais. ça. C'est vrai qu'encore une fois, quand on regarde des contenus comme ça sur les réseaux, donc sur YouTube ou ailleurs, c'est accessible, c'est facilement déjà accessible par les utilisateurs et les utilisatrices. Du coup, on se rend pas compte que derrière, il y a un boulot de dingue quand même qui est fait. Notamment, je reviens sur le montage, etc. C'est des choses qui s'apprennent. J'imagine que vous avez un peu appris seul, en plus. Donc, et au quotidien, votre métier consiste aussi à vous former, finalement. Chaque fois que vous faites une vidéo, vous devez déjà accepter les critiques des autres, vous devez accepter aussi les critiques même entre vous, entre youtubeurs, etc. pour avancer. Donc c'est aussi un bon travail sur soi, et puis pour apprendre à faire mieux, il n'y a pas de professeur pour vous dire c'est comme ça qu'on fait, c'est vous en fait. Ouais. Il n'y a pas d'école de YouTube, quoi. Ouais. Pas encore. Peut-être un jour, je pense. Non, et puis vous êtes aussi vos propres patrons, donc du coup j'imagine qu'il y a aussi un travail d'organisation personnelle, de bien cadrer ses journées pour avoir des objectifs bien fixés, d'une part pour vous, pour votre entreprise, pour votre chaîne YouTube, et aussi pour vos clients, puisque si vous avez des missions en freelance, je veux dire des deadlines, donc des dates butoirs, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, des dates butoirs, de rendus, comme les devoirs, hein, voilà, vous avez bien des dates à respecter, donc j'imagine qu'en termes d'organisation, ça doit être quand même un challenge de temps en temps, de devoir jongler entre tout ça. Tout à fait, ouais. Ouais, totalement. Après, c'est vrai que je pense que je passe 50% de mon temps à travailler pour des clients freelance et 50% de mon temps à travailler sur YouTube, on va dire, de manière globale. Mais c'est pas 50-50% dans la semaine, c'est plus par exemple de juin à septembre, j'étais quasiment à 100% pour un client. Du coup, j'ai créé beaucoup moins de contenu. Mais par contre, après, j'ai fait quasiment 100% du YouTube de novembre à janvier, là. Et comme ça, en fait, je continue à avancer en faisant plus des périodes de 2-3 mois. Et ça me permet aussi de travailler sur une mission un peu plus longue pour un client et d'en changer régulièrement. Et ça, c'est cool aussi, c'est que ça nous permet d'avoir plein d'entreprises en un an. Et je trouve ça agréable. Et on donne aussi tous les deux des cours. Et ça, par contre, c'est plus régulier, moi perso. Et donc, ça va être, par exemple, pendant un mois, un jour par semaine, etc. Voilà. Et ça rejoint un peu une question là, du coup d'un élève qui nous
Combien de jours travaillez-vous en une semaine? J'ai l'impression que c'est aléatoire finalement. Et dans votre cas, j'ai l'impression aussi que vous avez une activité à côté en plus, donc qui permet de pas forcément être à 100%, mais on dirait que vous êtes quand même assez autonome. C'est vous qui gérez votre temps. Ouais, complètement. Bah, tout à fait, effectivement. Moi, les week-ends, je sais pas trop ce que c'est. C'est vrai qu'on est tout le temps vraiment en train de travailler, entre guillemets. Enfin, moi, personnellement, du moment où je me lève jusqu'au soir, 22h, 22h30, même minuit, des fois, on peut appeler ça du travail. Oui. Mais des fois, voilà, c'est faire le montage d'une vidéo jusqu'à minuit. Bon, c'est aussi un plaisir. Ouais. Lire un bouquin de business ou qui donne des conseils un peu pour devenir meilleur. Bon, voilà. Est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est juste du temps personnel et on peut considérer que ça comme un loisir ou une passion? C'est vrai que la question peut se poser. Donc ouais, la réponse c'est tous les jours. Mais moi personnellement, j'ai pas l'impression vraiment, la plupart du temps, j'ai pas l'impression d'aller au travail. Ouais. Ah, D'accord. D'autant plus que j'imagine, voilà, la question n'a pas été posée. J'imagine que vous travaillez en plus de vous, ou bien vous allez dans des espaces de coworking. Vous organisez aussi votre lieu de travail. Alors, on travaille beaucoup depuis chez moi. C'est un peu notre espace de coworking à nous. Parce que c'est agréable ici. Mais oui, on travaille depuis chez nous et en vrai, moi perso, la limite que je place, c'est de ne pas emmener l'ordinateur dans mon lit. Mais à part ça, je travaille partout dans l'appart. Ouais, et c'est vrai que, bah voilà, moi personnellement, j'ai un petit studio, j'ai pas 15 pièces dans mon appartement et Ouais. c'est assez difficile de séparer, de se dire, OK, de créer une habitude en fait dans son cerveau et se dire, OK, à partir du moment où je suis dans telle pièce, ça Ouais. veut dire travail, à partir du moment où je suis dans telle pièce, ça veut dire cuisine, ça veut dire loisir. Et c'est vrai que c'est assez difficile de créer justement une limite comme ça, comme on disait juste avant. Alors, pour ma part, ça me dérange pas trop parce que voilà, bon, je vis tout seul, même si je passe beaucoup de temps à travailler avec Claire. Donc, pour l'instant, c'est pas trop dérangeant, mais effectivement, à l'avenir, il va falloir faire un petit travail là-dessus pour réussir à cadrer et à mieux différencier le temps de travail et le temps personnel. Ouais. Donc ça c'est important comme, Ouais. parce qu'on parle au moment de parler de télétravail de toute façon. Vous, de manière générale, c'est vrai dans le milieu que vous deux vous exercez, on peut tourner depuis la maison, etc. Mais même pour d'autres professions, aujourd'hui sûr. on est beaucoup amené à être en travail. Et bah, c'est pas si évident que ça et c'est important de garder sa petite vie personnelle et de se détacher du travail parce que sinon, vous faites tout dans la même pièce, tout dans le même environnement tout le temps, on coule sous le travail. Enfin, c'est pas un environnement forcément. Ouais, tout à fait. Oui, puis même en termes C'est parce qu'on est encore au d'efficacité. début. Je t'en prie. Je disais, je pense que c'est parce qu'on est encore jeune et qu'on est en train de débuter, mais Oui. moi personnellement, je vise d'essayer de retrouver des week-ends un jour, quoi. Bien sûr. J'aimerais Tu bien. m'étonnes. Ça, c'est un bel objectif. Ouais. Complètement. Ok, bon. Alors, je vous avoue qu'il y a pas mal de questions là, qui sont montées. Deux thématiques très importantes. Donc, je pense qu'on va les évoquer maintenant avant d'aller sur la suite. La première est quand même très particulière par rapport à vos métiers, mais attise la curiosité de nos jeunes. C'est du point de vue du coup de la rémunération. Donc, vous avez dit que vous étiez sur deux types de missions, vos chaînes YouTube, des missions de freelance pour des clients. Ouais. Comment est-ce que vos salaires sont à peu près stables d'un mois sur l'autre? Est-ce que ça varie et quelle fourchette vous pourriez donner en termes de rémunération? Alors, donc moi, je vais parler pour ma part parce que c'est quand même, il y a pas mal de différences entre nous. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne parle pas de salaire parce qu'un salaire, c'est quelque chose d'assez fixe. On parle plutôt en termes de chiffre d'affaires. Ouais. Donc, le chiffre d'affaires, c'est ce qu'on encaisse dans l'entreprise, l'argent qui rentre dans l'entreprise. Ce chiffre d'affaires est extrêmement variable. Alors, pour donner des chiffres, sur l'année dernière, l'année 2020, pour ma part, donc j'ai commencé en début 2020, donc c'était encore les débuts. Le chiffre d'affaires a varié entre 500 € sur certains mois et 6 000 sur d'autres. Donc ça peut paraître énorme, dit comme ça, mais à ce chiffre d'affaires, en fait, il faut enlever pas mal de cotisations, de charges
qu'on doit reverser à l'État notamment, ou tout simplement des frais, l'achat d'un ordinateur, ou alors payer d'autres freelances qui travaillent avec nous. Et je vais dire que personnellement, pour 2020, je crois qu'en moyenne, on était à ce qui restait, donc après toutes les charges, à 2000 euros en moyenne par mois. Donc ça fait approximativement un salaire d'ingénieur. Donc je gagne à peu près ce que j'aurais gagné si j'avais continué en tant qu'ingénieur après mes études. Et c'est pas mal quand même. Euh, alors, c'est vrai que pour répondre aussi, il y avait Tom dans le chat qui nous disait est-ce que c'est stable? En plus de quelle est votre rémunération, il nous demandait est-ce que c'est stable. Je pense que vous me direz, de manière générale, quand on est entrepreneur, on ne connaît pas tout de suite la stabilité dès le début quand on est. Et vous, avant tout d'être créateur de contenu, en fait, vous êtes des auto-entrepreneurs, donc vous êtes à votre propre compte. Donc, tu l'as évoqué justement, tu payes des charges, des impôts, etc. Tu as une partie quand même de ton salaire que tu ne dois pas prendre en compte, en tout cas pas dans tes poches directement. Et puis pour le coup, tu as commencé début 2020 et puis tu arrives quand même là à avoir une certaine stabilité. Comment ça se fait que ta chaîne, entre guillemets, ait réussi pas longtemps? Alors, ouais, donc ça effectivement, il faut très bien le préciser. J'ai créé mon auto-entreprise en tout début 2020, effectivement, mais ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, c'est la partie un peu cachée de l'iceberg. C'est que ma chaîne YouTube, je l'ai commencée début 2018. Ah oui, d'accord. J'ai vraiment officialisé mon entreprise 2 ans après la création de YouTube, et aujourd'hui, on est déjà à 3 ans après cette création. Donc, le nombre d'abonnés qu'on peut voir aujourd'hui, c'est quand même 3 ans de travail. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, quoi. Mais est-ce que tu peux dire combien tu gagnes par YouTube juste par mois? Ouais, alors juste YouTube, à l'heure actuelle, on est entre 500 et 600, 700 euros brut. Donc encore une fois, il faut enlever toutes les cotisations. Mais par mois, c'est à peu près effectivement ce que me rapporte seulement YouTube. Alors que moi, comme ma chaîne est beaucoup plus récente, aujourd'hui, j'ai pas encore gagné d'argent avec YouTube. Ça commence, mais en fait, voilà, l'intégralité de mon chiffre d'affaires, c'est mes missions en freelance. Donc je pense que je gagne beaucoup plus d'argent que toi en freelance, mais beaucoup moins sur YouTube. Et du coup, au final, j'arrive au même salaire annuel, enfin, on va dire. Mais pour le coup, de la même façon, moi, mon salaire, il varie énormément d'un mois à l'autre. Bah, typiquement, c'est volontaire. C'est-à-dire que je vais chercher un client quand j'ai besoin de mettre de l'argent de côté. Et moi, personnellement, je prends 350 euros la journée pour un client pour de l'ingénierie pédagogique. Encore une fois, c'est un tarif brut. C'est-à-dire qu'il y a des charges à enlever, etc. C'est pas ce qui tombe sur mon compte du tout. Voilà. Et en fait, je fais ça 3-4 mois. Ça me permet de vivre, moi, 8 mois, par exemple. Et comme ça, ça me permet d'avoir 4 mois dédiés à la création de contenu, mois pendant lesquels je ne vais pas me rémunérer, mais parce que je l'aurais fait en amont. Et en fait, il faut savoir aussi que grâce à la création de mon entreprise et de l'argent que j'ai gagné grâce à mes clients, j'ai pu embaucher une stagiaire pendant 3 mois, par exemple. Donc, c'est des choses que j'agence dans l'année pour essayer de lisser les entrées et les dépenses. Enfin, voilà. Stylé d'être stagiaire d'une youtubeuse. Claire. Ça donne envie. N'hésitez pas à nous Elle dire fait de dans la le chat. communication, elle est encore là, c'est son dernier jour. Ah bon, salut alors. Salut. Et du coup, juste pour rappel, Claire, tu as commencé quand, toi, YouTube? Alors moi, j'ai commencé YouTube, en fait, lors du premier confinement, parce que, concours de circonstances, j'ai posé ma dème dans mon ancienne boîte. Donc j'ai démissionné, j'ai quitté mon ancien job 2 semaines avant le premier confinement. Donc j'ai pas eu de chance, c'est le karma, hein. Et donc je devais me lancer en freelance, sauf que mes clients étaient frileux à cause du Covid, etc. Donc je me suis retrouvée seule chez moi à ne plus avoir de job. Et donc, droit à aucune aide, puisque forcément, quand on démissionne, on n'a le droit à rien. Et c'est comme ça que je me suis dit, il faut que tu optimises ton temps. Et je me suis lancée sur YouTube. Et en fait, c'est ça qui m'a fait apprendre l'ingénierie pédagogique. J'ai fait plein de formations. Et de fil en aiguille, après, en mai, j'ai trouvé un premier client qui a accepté de me faire confiance. Voilà. Belle preuve de persévérance et de courage. Tout à fait. Et je me demande aussi, Quentin, est-ce que toi aussi, de ton côté, l'effet confinement a aussi un impact sur ta chaîne YouTube? Alors, je dirais pas forcément sur ma chaîne YouTube, mais il a eu, je pense, un gros impact sur mon entreprise, mais un impact très positif parce que donc du coup, ma chaîne YouTube me permet d'acquérir un certain trafic, une certaine visibilité.
Et ensuite, je propose des formations pour aller plus loin, plus en détail dans l'apprentissage du code. Et effectivement, on avait lancé, avec un associé, on a lancé 2 nouvelles formations lors du premier confinement, ou alors c'était quelques semaines après le début du confinement. Et effectivement, j'ai quand même senti... Alors, il y a eu cet effet nouveauté de cette nouvelle formation, mais je pense que le confinement, le fait que chacun était un peu bloqué chez soi et qu'ils ont pris, comme tu l'as dit, ce temps Pour se comme une former. opportunité pour se former, Ouais. effectivement, ça m'a beaucoup aidé. Super. On va peut-être rentrer aussi dans un autre niveau de détail, une question claire. On a pas mal parlé d'ingénierie pédagogique. Est-ce qu'en une petite phrase, tu pourrais expliquer ça, expliquer ce que c'est quand même assez complexe et un métier qui est très spécifique. Oui. Est-ce que tu pourrais du coup réexpliquer à tous nos jeunes ce que ça signifie, ça les concerne? Alors, pour le coup, un ingénieur pédagogique, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui va créer des cours, mais numériques. Et dans l'ingénierie pédagogique, il n'y a pas simplement la création de contenu, il y a aussi la création de tout ce qui va être vérification de l'acquisition des connaissances, donc création de quiz, beaucoup de gamification, le fait de transformer un jeu en activité qui va vous permettre d'acquérir des connaissances, des compétences. Et en l'occurrence, je suis encore plus spécifique puisque je suis spécialisée en ingénierie pédagogique sur la thématique de l'orientation scolaire. Voilà. Ensuite, sur les semaines types, vous l'avez un petit peu évoqué, mais du coup, j'aimerais bien que vous reveniez notamment sur le temps que vous consacrez à la création de contenu sur d'autres réseaux. Là, on parle de YouTube, on parle de vos missions de finance, Ouais. et j'imagine qu'il faut aussi réfléchir en termes de communication globale sur vos deux spécificités, vos deux chaînes YouTube et vos missions en général pour trouver. Bref, parler un petit peu de vous sur la toile. Alors du coup, je pense que je peux commencer parce que ça va aller très vite. Moi, podcast. c'est vraiment, ouais, là, je me concentre vraiment sur la création, enfin la création de vidéos sur YouTube. J'utilise aussi Instagram, mais très peu. Et là, c'est vraiment pour communiquer avec mon audience. Donc, surtout à travers les messages privés ou les stories, parce que ça crée une certaine proximité, plus facile que sur YouTube, je trouve. Et je me consacre aussi à la création de podcasts. Donc un podcast, c'est une émission audio, on va dire, pendant presque 1 heure où j'échange avec quelqu'un qui a un profil assez inspirant ou qui justement nous raconte comment il s'est lancé dans la création d'entreprise ou dans le code. Donc c'est à peu près tout, effectivement, ce que je fais pour ce qui est de la création de contenu. Mais encore une fois, toi, Claire, c'est Ouais. très différent. Alors moi, je fais aussi beaucoup de posts Instagram et c'est pas, j'utilise pas Instagram comme une galerie photo. En fait, Ouais. j'utilise ça comme de l'information écrite et plutôt des infographies, c'est-à-dire création de schémas pour expliquer, par exemple, la réforme du nouveau bac, comment va se passer l'épreuve du grand oral en terminale, ce genre de choses. Comment s'inscrire sur Parcoursup. J'essaye de synthétiser au maximum l'information en seulement quelques pages pour avoir des posts par thématique. Et donc, de nouveau, ça m'est arrivé, par exemple, au mois de décembre, de poster un post Instagram par jour qui était en fait une synthèse de la vidéo qui était postée le même jour sur YouTube. Et aujourd'hui, maintenant, pareil, un post par semaine. Mais pour le coup, maintenant, c'est plus forcément un post en lien avec la vidéo. D'ailleurs, ça peut être d'autres sujets que j'aborde spécifiquement sur Instagram. Et je crée aussi beaucoup de contenu autres. Typiquement, en ce moment, je suis en train de créer un agenda. Le projet, c'est l'agenda de l'orientation. Donc, c'est un agenda qu'on pourra commencer à n'importe quel moment de l'année. Et en fait, toutes les semaines, on aura des missions à réaliser pour contribuer à trouver sa voie sur 1 an, puisque l'orientation scolaire, c'est un processus qui prend du temps. Et donc, c'est beaucoup de travail parce que toute la mise en page, la création des designs, etc., ça, c'est des choses que je fais aussi. Et donc, ça me prend aussi beaucoup de temps. Voilà. Super. Et je voulais juste souligner une question de Terki, du coup, qui nous demande si vous avez un plan de secours, si jamais ça s'effondre pour vous, l'aspect YouTube. J'imagine que oui, grâce à vos activités. Ouais, alors honnêtement, le plan de secours, moi pour ma part, j'y réfléchis pas trop. Parce que je pense que si on y réfléchit trop, justement, on va tendance à trop travailler sur ce plan de secours et peut-être que le projet principal va moins se développer. Après, moi, je trouve aussi que à partir du moment où on a une certaine audience, bon, sauf cas exceptionnel, on a déjà entendu
des très gros youtubeurs qui ont fait scandale ou alors qui ont complètement chuté pour raison X ou Y. Mais je pense que c'est quand même assez rare. Et si on apporte en fait de la valeur, bah, on peut toujours peut-être recréer une nouvelle audience. Par exemple, on peut imaginer que pour une raison X ou Y, YouTube ferme ou alors il change complètement son algorithme et il met beaucoup moins en avant nos contenus. Je pense en fait que le plan de sécurité, sans vouloir paraître prétentieux, bah, c'est ce qu'il y a dans notre tête. C'est-à-dire que on est tous intelligents, on a tous des compétences et le fait de se dire, bon, bah, j'ai réussi quand même, alors ça a pris du temps, mais j'ai réussi à créer une communauté comme ça, j'ai réussi à créer un business, par exemple, j'ai réussi à créer moi-même un agenda de l'orientation. Bon, c'est quand même assez rassurant là-dessus, quoi. Après, pour répondre à la question, genre, si YouTube disparaît, je pense que c'est important de préciser qu'on a tous les 2 fait des études. On s'est rencontrés, on était en école d'ingénieur ensemble et même si aujourd'hui, c'est clairement qu'une petite partie de nos compétences, les entreprises nous font confiance pour ça et donc on a des facilités à être recrutés pour ça et 2e chose, je trouve que quand on a réussi une fois à lancer un business, on a plus confiance en nous et on se dit qu'on peut recommencer sur quelque chose de totalement différent parce que, bah, on sait qu'on l'a fait une fois et donc on a la confiance pour se relancer dans l'aventure. Je sais pas si tu es d'accord? Ouais, mais c'est vrai que j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. L'aspect diplôme, je pense que c'est quand même très important parce que, les 2-3 dernières missions que j'ai faites, notamment, bah, pour enseigner, le développement iOS, donc le Bien sûr. développement pour tous les environnements, d'Apple, je pense qu'on m'a fait confiance là-dessus. Effectivement, d'une part parce que, bah, j'étais formateur et je créais mes propres formations, mais aussi, je pense, parce que, j'ai été récemment diplômé d'une école d'ingénieur. Voilà. Justement, on vient dans le sujet. Avant de parler de votre parcours, de raconter votre parcours qui est déjà, a déjà les secrets. On sait déjà que vous avez un parcours quand même assez similaire tous les deux. Mais avant ça, on aimerait bien savoir quels étaient vos rêves d'enfant. Pas les mêmes, j'imagine. Je commence. Alors moi, quand j'étais petite, j'ai bien réfléchi à cette question. J'adorais faire des exposés en classe. Ah, Et c'est ok. vraiment le truc qui fait qu'aujourd'hui, je me dis: «Bah ouais, en fait, je fais des exposés sur YouTube». Quand il fallait se proposer, en primaire pour faire un exposé, j'étais toujours la première à lever la main et sur tous les sujets, hein, genre les dieux grecs, j'adorais ça. Intéressant. Et en fait, j'avais ce truc de j'adore créer, j'adorais faire des présentations, à l'époque, c'était papier, mais je collais plein d'images et cetera. Donc j'avais déjà ce truc créatif et ce truc de communication un peu comme un journaliste et j'aimais bien transmettre des connaissances, un peu comme une maîtresse d'école. Donc j'avais déjà toutes ces petites facettes qui font qu'aujourd'hui, bah oui, mon métier fait totalement sens. Mais pour autant, c'est après que la conclusion est arrivée, c'est-à-dire que je me suis pas dit ah bah tiens, j'aimais bien faire ça quand j'étais petite, je vais le refaire maintenant et on va voir ce que ça donne. C'est aujourd'hui, c'est fait et je prends du recul et je me dis bah oui, en fait, c'était là depuis le début et je l'avais pas remarqué. Ouais. Là, je sais pas là pour nos jeunes, mais ça fait un écho extraordinaire. Claire, je sais pas si tu nous ce matin, mais un écho extraordinaire avec la conférence qu'on a eue avec Brunhilde, qui est de l'éducation nationale, sur justement le thème de la connaissance de soi. Ouais. Et c'était en fait, c'est un peu la conclusion Ouais, de cet atelier. C'est sûr que pour l'instant, des passions que vous allez avoir vont pas forcément être le métier que vous allez exercer demain, mais avec du recul, avec votre trajectoire, vos parcours, les personnes que vous allez rencontrer, textes, enfin bref, de phénomènes internes et externes, votre projet pro va s'affiner. Et en fait, c'est vrai qu'avec des années de recul, quand on se repose la question, rien n'arrive vraiment par hasard. Exactement. Donc voilà. Et toi, du coup, Quentin, j'ai l'impression qu'il y a aussi un grand lien. Bah, effectivement, il y a un lien et comme tu disais, Claire, je m'en suis pas du tout rendu compte directement. En fait, avec le recul, moi, je me rends compte effectivement que j'aimais bien tout ce qui était invention, tout ce qui était découverte de nouvelles choses, alors que ce soit des inventions ou tout simplement apprendre des choses qui existent déjà. Parce que donc, quand j'étais vraiment tout petit, moi, j'aimais vraiment construire des choses. Après, au collège, quand on a commencé à me parler d'orientation scolaire et de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je me suis dit, ah bah tiens, je viens de découvrir un métier qui s'appelle chercheur. Donc voilà, on cherche, on découvre des nouvelles choses. Et justement, je n'avais pas encore fait ce lien, mais c'était toujours pour cet aspect découvrir des nouvelles choses, apprendre des nouvelles choses.
Après, je me suis dit: «Bon, peut-être que chercheur, ça me plaît pas forcément, mais être enseignant, prof dans un lycée ou en études supérieures, prof de maths ou de physique, peu importe, bah, ça a l'air de me plaire aussi». Et encore une fois, j'ai continué à en découvrir un peu plus sur ces métiers-là et je me suis dit: «Bon, c'est quelque chose qui me plaît, mais peut-être que le faire au quotidien, bah, peut-être pas tant que ça au final». Et c'est justement au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas créer, mes propres choses?» Enfin entre-temps, justement, j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique et là, je me suis dit: «Ah bah oui, grâce à ça, on peut inventer des choses, on peut créer des choses. Bon, bah, je vais essayer de trouver un domaine dans l'informatique qui me permet, d'être un inventeur en tout genre, en quelque sorte». Et puis Super. un inventeur de contenu en même temps, finalement. C'est ça, Voilà. c'est C'est ça, clair. tout à fait. Et c'est intéressant, je vois que Amir a bien suivi aussi l'atelier de Brunilde de ce Ouais. parce que du coup, il vous pose une question très intéressante, même cruciale dans un parcours. Est-ce que vous avez eu des modèles en fait Est-ce que tu as eu des modèles, Claire? Alors, quand j'ai commencé à travailler, en fait, ça me plaisait pas forcément ce que je faisais au quotidien et donc oui, à ce moment-là, j'ai cherché de l'inspiration. Au début, c'était un peu sans m'en rendre compte, j'écoutais énormément de podcasts, donc des émissions audio. Et à l'époque, il y avait un podcast que j'écoutais énormément. Maintenant, il n'y a plus d'émissions, mais elles existent toujours. Ça s'appelait Nouvelle École. Et en fait, c'était des parcours de personnes qui avaient fait des études et aujourd'hui avaient un métier qui n'avait rien à voir avec les études qu'ils avaient fait. Et vraiment, au début, quand je l'écoutais, je me disais, ouais, ils sont exceptionnels, mais je me projetais pas, je m'imaginais pas, je pensais jamais pouvoir arriver à ça. Et c'était il y a 3 ans au final. Et donc, j'ai commencé avec ce podcast. Ensuite, j'en ai écouté d'autres comme celui de Louise Aubéry, My Better Self in Power, comment prendre le contrôle de sa vie. Donc, ces podcasts-là, pareil, de nouveau, des entrepreneurs, etc. Et c'est quand je me suis rendu compte que, ouais, en fait, j'ai pris conscience qu'il était possible de créer de la valeur sans forcément entrer dans une entreprise. Et donc, tous ces podcasts m'ont inspirée. J'avais pas de modèle fixe, mais j'écoutais, en fait, je m'abreuvais de plein de témoignages. Et à la fin, la somme de ces témoignages, je me suis dit, bah, c'est à mon tour. Voilà. Ok. Ouais. Ça rejoint aussi l'Amira tout à l'heure qui nous disait comment vous trouvez des inspirations, etc. C'est quand vous créez du coup vos contenus, c'est un mélange déjà de ce qui vous a inspiré avant, j'imagine, qui vous a conduit vers ce chemin-là, et peut-être aujourd'hui, bah, vous continuez à vous renseigner, regarder un petit peu ce qui est de vous, etc. pour... Totalement, Tout à fait, ouais. c'est ça. Bon, on va peut-être rentrer quand même aussi dans votre parcours parce qu'on n'arrête pas d'en parler Ouais. sans le détailler et que le temps file. À vous l'honneur. C'est Est-ce que vous pouvez clair. nous présenter votre parcours? Ouais, donc voilà, encore une fois, ce qui est assez intéressant, bon, c'est aussi un peu un hasard, c'est qu'on a approximativement le même parcours, donc on a tous les 2 un bac scientifique. Ensuite, on a intégré une classe prépa, donc toi, une classe prépa intégrée, Ouais, en c'est ça? chimie, donc rien à voir. Je Et vais rappeler juste prépa intégrée. J'étais à Chimie Rennes, en prépa intégrée. C'est une prépa qui est intégrée à un cursus, par exemple, de Ouais. 5 ans, c'est ça? Alors c'est spécifique, en fait, les prépas intégrées dans les écoles de chimie, puisqu'il y en a 3 en France qui donnent accès à l'ensemble des écoles de chimie de France. Ah, Donc d'accord. j'ai pas poursuivi dans la même école que ma prépa, mais c'est vraiment spécifique aux prépas intégrées de chimie. Voilà. et ouais, donc du coup, moi, j'ai fait une classe prépa, généraliste, enfin qui n'était pas intégrée dans le sens où après cette prépa, on avait une certaine liste d'écoles qui était accessible sur concours. Et moi aussi, en fait, je me suis orienté la première année donc on doit choisir une spécialité la première année et se spécialiser encore plus la deuxième année. Et moi, c'était physique-chimie, sciences de l'ingénieur et après je me suis spécialisé en physique-chimie. Donc rien à voir également. Et après cette, classe prépa, on a tous les 2 intégré la même école d'ingénieurs, Ouais. l'ENSI Caen, à Où on Caen, s'est rencontrés. où on s'est rencontrés et dans cette, école d'ingénieurs, il y a 3 grandes spécialités, de l'informatique, de l'électronique, électronique physique et de la chimie. Donc moi j'étais en Matériaux chimie. et de la matériaux-chimie. Très Donc moi précis, j'étais en ouais. informatique et toi tu étais en? Matériaux. J'ai arrêté la chimie. D'accord. Donc
Donc voilà, après ce qui peut être intéressant de préciser aussi, c'est que donc moi j'ai été diplômé en septembre 2020 et je me Ouais. suis directement lancé dans mon entreprise parce que j'avais commencé à travailler dessus un peu en amont. Et j'ai eu très peu d'expérience professionnelle. J'ai eu la première expérience, enfin une par an en fait, parce qu'en école d'ingénieur, on a un stage par an. Donc c'était vraiment les 3 seules expériences professionnelles que j'ai eues, alors que toi, tu as eu Alors que plus moi, je suis d'expérience. diplômée depuis 2017. En fait, quand j'étais en dernière année, j'ai rencontré Quentin qui rentrait en première année. Je suis un peu plus âgée. Ah, d'accord, ok. Voilà. D'accord. Mais vous avez quand même suivi le même parcours. Ouais, c'est ça. À quelques années d'écart. Ouais. Et moi, du coup, j'ai commencé à travailler après mon école, classiquement. Enfin, j'avais encore cette image dans ma tête quand je suis sortie d'école que la seule façon de réussir, c'était d'entrer dans une grande entreprise. Et d'ailleurs, je suis rentrée dans une très, très grande entreprise et tous mes profs étaient genre, waouh, c'est ouf, mon salaire était ouf. Enfin, tout le monde était trop fier de moi. J'avais très bien réussi mon école. J'ai même suivi, en fait, la dernière année, j'ai suivi 3 masters à la fois. Ah oui. Ouais. En fait, j'ai pris conscience en deuxième année d'école, donc en bac plus 4, qu'il n'y avait pas que l'ingénierie dans la vie et qu'il y avait plein d'autres choses qui m'intéressaient. Et comme je n'avais aucun moyen de m'orienter, que je ne savais pas comment faire, je me suis mise à faire tout en parallèle pour tester plein de choses. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait un master de recherche pour voir si la recherche m'intéressait. Et j'ai également fait un master en parallèle avec l'IAE de Caen, du coup. Donc, Institut d'administration des entreprises. Donc, justement, là, j'ai un petit peu commencé à toucher à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises, etc. Et donc déjà, ça m'a permis une ouverture d'esprit, mais c'est pas parce que j'ai 3 masters que j'ai trouvé ma voie. Parce que derrière, quand je suis rentrée dans ce grand groupe, en fait, j'avais cette sensation que ça y est, accomplissement, réussite, etc. Et ça a été un peu la descente toute l'année que j'ai passée dans cette première entreprise parce que je me rendais compte que j'aspirais à plein d'autres choses et que je m'étais énormément spécialisée parce que du coup, je faisais de la mécanique dans le nucléaire. Donc, on était vraiment sur... Tous les jours, je faisais des calculs de charge sur des cuves. Donc, je calculais si la pièce allait casser ou pas. C'était très, très, très spécifique, pas du tout créatif. Ça me manquait énormément. Il me manquait plein de choses. Et donc, j'ai quitté cette entreprise au bout d'1 an. C'est en parallèle de cette année-là que j'ai commencé à écouter les podcasts, que j'ai commencé à m'intéresser au milieu entrepreneurial. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'était pas forcément la chose à me dire, mais c'était le premier pas, qu'un ingénieur dans une start-up, ça fait forcément du développement informatique. Et que donc, je me suis formée au développement informatique. Et donc, j'ai intégré une boîte de prestations pour laquelle j'ai fait une mission en développement informatique. Et donc, je faisais ce que fait Quentin, plus ou moins. Et donc, j'ai fait ça pendant 1 an. Et pendant cette année-là, encore une fois, de nouvelles évolutions. J'ai commencé à participer à ce qu'on appelle des startup week-ends. J'ai vraiment découvert le milieu de l'entrepreneuriat. Ensuite, à mon tour, j'en ai organisé. Je suis devenue mentor sur des bootcamps d'entrepreneuriat féminin. Et bref, de fil en aiguille, tout s'est accéléré. Et du coup, j'ai fini par me lancer moi-même. Voilà. Génial. Ok, mais il nous reste 1 minute. Et donc, du coup, ce serait juste pour conclure sur une question, je crois, qui taraude nos jeunes. Oui. C'est vraiment sur, du coup, les qualités pour devenir youtubeur et du coup, 2-3 Et je dirais conseils. même, voilà, surtout, Ouais. quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui veut créer une chaîne YouTube, parce qu'après, on a un petit atelier d'ailleurs de création. Donc, c'est à vous. Je pense que si on devait donner un conseil comme ça en 1 minute pour lancer vraiment sa chaîne YouTube et tout ce qui est créatif, que ce soit un blog, des podcasts, peu importe, Oui. je pense que c'est de ne pas avoir peur du regard des autres et de ne pas être perfectionniste. D'accord. Faites un premier jet, écrivez un premier article, tournez une première vidéo et de toute façon, il n'y a que 2 personnes qui vont vous regarder. C'est vos parents. C'est votre famille, il n'y a personne d'autre qui va vous regarder, personne ne va tomber sur votre vidéo, à moins qu'elle soit exceptionnelle. Et si elle est exceptionnelle, justement, il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Et beaucoup de patience. Et beaucoup de patience. Parce que ça prend beaucoup de temps de créer une communauté. Génial. Et j'en profite aussi parce que j'ai vu une question par rapport à la confiance en soi. Est-ce que vous avez pu gagner un peu plus confiance en vous grâce à ce métier-là? Totalement. Je pense que pour ceux qui ont envie de répondre à cette question, allez voir nos chaînes YouTube et faites la différence entre la toute première vidéo, la toute première et la toute dernière vidéo. Et ça se voit, c'est évident. Ouais. Génial. Génial. Et merci beaucoup pour ce témoignage. Je suis adorée.
J'espère en tout cas, mais je pense. Ouais. On a eu vraiment pas mal de retours et des questions. Je vais probablement revenir vers vous pour pouvoir répondre à certains des jeunes, pour pouvoir leur donner les demain matin pour lancer la journée. Et là, du coup, restez avec nous Oui. pour un atelier avec du coup Sarah et Marion sur le thème YouTube.